Je suis à l'origine un ancien militant de la lutte contre le sida et depuis quelques années je suis au Petit Frère des Pauvres et j'ai constaté dans mon vécu la situation des seniors et des personnes âgées et j'ai un petit peu fait le lien entre mon combat précédent et la situation actuelle de mes visites chez les personnes âgées. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé Grey Pride il y a maintenant presque 2 ans. Sur justement l'association Grey Pride, quel projet portez-vous? Quelles sont les missions de l'association? Les missions sont très larges et c'est un petit peu la difficulté que l'on a puisque à la fois on est obligé de faire du plaidoyer, c'est-à-dire essayer d'expliquer, de convaincre quelle est la situation aujourd'hui des minorités vieillissantes dans la société, mais aussi bien sûr la situation des vieux, des seniors, de leur sexualité dans la société. Et donc ça nécessite d'interpeller, de faire de la communication, de faire des écrits. Et puis en parallèle, on est obligé aussi de proposer des actions concrètes, c'est-à-dire comment aider aujourd'hui certaines personnes à mieux vivre. Et donc pour cela, on travaille sur la santé, on travaille sur l'habitat, on travaille sur la solidarité, et donc on a différents projets que l'on essaie de mener avec nos petits moyens, puisqu'aujourd'hui c'est une structure qui est composée uniquement de bénévoles. Sur justement un de vos projets qui était la campagne de communication et d'information, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous parlez de Révolution Senior? Tout à fait. Alors Révolution Senior, c'est essayer, on a bâti cette campagne pour essayer de toucher exactement un secteur dans lequel il y a un tabou très important. C'est le tabou de la juxtaposition de vieillesse et sexualité. Dès qu'on prononce ces deux mots, il y a quelque part des signaux qui s'allument dans le regard des gens. Qu'est-ce que c'est? C'est des pervers, c'est des... c'est essayer de faire comprendre que les vieux, d'abord, c'est pas une catégorie à part, c'est nous aujourd'hui ou demain. Donc c'est ce que nous sommes aujourd'hui qui fera que on va vieillir tous et donc tout d'un coup on n'a pas une identité de vieux, on reste Jeanne, Paul, Dominique avec notre histoire, notre sexualité, nos désirs et donc la campagne est bâtie sur l'idée de rapprocher de modifier le regard de la population en général sur la vieillesse, en expliquant que les vieux, ils ont des désirs, ils ont une sexualité, et ils ont une histoire. Et donc, il ne faut pas du tout imaginer qu'on va traiter ce problème en les mettant à part de la société. Parce qu'aujourd'hui, la vieillesse, elle est vécue comme soit une identité. Vous êtes taxé de vieux, t'es un vieux, t'es une vieille, avec tout le côté péjoratif que ça peut avoir. On est taxé aussi, ça peut être taxé d'une maladie. Bon, il a l'Alzheimer, il a une dégénérescence, et donc là aussi, c'est une façon d'écarter ces populations puisque c'est des gens différents de moi. Moi, je suis pas malade. Lui, il est malade, il est vieux, il a la maladie d'Alzheimer. C'est aussi vécu comme un délit parce que dans la société, on traite les vieux quand même plus proche d'un monde carcéral que d'un monde habituel puisque on construit des lieux dans lesquels on rassemble les vieux. Ces lieux sont de plus en plus à l'extérieur des villes. Ces lieux à l'intérieur sont totalement déshumanisés pour des raisons de normes, de sécurité, de ce que l'on veut, etc. Tout ça conduit à se rapprocher quand même beaucoup du modèle des prisons. Je pense que quand même il y a beaucoup d'analogies. Il y a plus d'analogies avec le secteur des prisons qu'avec le secteur du bien vivre chez soi, dans un petit appartement, avec des amis, avec qui l'on veut. Donc c'est essayer de casser toutes ces représentations pour dire les vieux, ils doivent être inclus dans la cité, ils doivent être inclus dans la vie quotidienne. On doit comprendre leurs désirs
et dire que eh bien ce n'est pas une perversion d'avoir le désir encore d'une sexualité, si on le souhaite, quelle qu'elle soit. Alors, bien sûr, dans la campagne, on traite, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais des sexualités de façon inclusive. C'est-à-dire que pour nous, c'est indissociable de parler à la fois d'homosexualité, d'hétérosexualité, mais aussi des problèmes de genre. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelle est la place des personnes trans âgées dans la société? Elles n'existent pas. Ils sont invisibles totalement. Donc c'est essayer d'aborder sereinement, avec humour, avec gentillesse, avec respect, mais en mettant le doigt sur quelque chose qui est aujourd'hui encore un tabou. Parce que cette campagne, si vous voulez, tout le monde me dit « Ah, elle est super, elle est bien, elle est joyeuse, on voit des gens... Et alors après je dis mais bon, vous prendrez les affiches pour les afficher dans votre cabinet, dans votre structure, etc. Ah, il va falloir que j'en parle quand même parce que oui, enfin, mais c'est quand même bien, hein. Voilà. Et donc, ça montre la dualité qu'il y a et la difficulté qu'il y a, que l'on a à accepter simplement des images qui sont pas du tout pornographiques, mais qui mettent en situation des vieux et leur sexualité. Et donc, c'est un changement de regard total par rapport, donc, et si on veut changer les dispositifs, il faut d'abord changer de regard. Il faut pas dire on va s'occuper des autres, on va s'occuper de soi. Moi, quand je parle des vieux, je parle de moi. Qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de vieillir, où j'ai envie de vieillir, avec qui, comment. C'est pas m'occuper des autres, hein. Je parle de moi. Voilà. Dans vos propos, il y a une notion qui revient assez fortement, la notion de qualité de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ben, c'est paradoxal, ça. C'est la qualité de vie, toute votre vie, hein. Vous, moi, ben on choisit avec qui on va manger, avec qui on vit, avec qui on baise, avec qui on a des histoires, avec qui... Et puis quand vous vieillissez, tout d'un coup, on vous dit il y a une place. Et il y a une place là, on va te mettre là, et puis tu vas te faire de nouveaux amis, tu vas vivre au rythme de ce lieu, on va te proposer des activités. C'est-à-dire que tout d'un coup, on devient un objet que l'on place comme si on était un gamin de 8 ans qu'on envoie en colonie de vacances. Lorsqu'on a 85 ans, qu'on a une histoire, un vécu, etc., je pense qu'on sait à peu près quels sont ses désirs, avec qui on a envie de dialoguer, avec qui on a envie de rire, avec qui on a envie de vieillir. La qualité de vie, elle passe d'abord par le respect de son identité. Et aujourd'hui, la filière vieillesse ne vous respecte pas. Parce que, au mieux, elle vous transforme en objet de soin. Un objet de soin, c'est un gros paquet que l'on nettoie, que l'on assoit, que l'on lève, à qui on donne à manger. Mais c'est pas un individu, c'est pas un être. Et donc, la qualité de vie, effectivement, elle est essentielle. Parce que pouvoir bien vieillir, qui que l'on soit, c'est d'abord que l'on respecte notre identité et que l'on respecte notre histoire. Aujourd'hui, trop de vieux ne peuvent pas parler de leur histoire. Je pense à toutes les minorités sexuelles. La première question qu'on vous pose quand vous êtes dans un établissement, c'est « Et vous avez eu des enfants? Et vous êtes mariés ?» Ah, là, c'est la première question. Alors là, ça coince parce que qu'est-ce que je dis? Ben, je dis « Oh non, j'ai pas eu cette chance. » Et donc, le premier mensonge, automatiquement, fait que on va partir vers l'impossibilité de dire qui l'on est. Et donc, ne pas dire qui l'on est, ne pas pouvoir raconter son histoire, simplement de dire, ben, j'ai vécu 30 ans avec un homme avec qui j'ai été très heureux. Là, c'est la photo de la femme avec qui j'ai été, si je suis lesbienne, ou, ben oui, j'ai eu un changement d'identité, et ça a été un renouveau, une renaissance pour moi. Mais tout ça, si on peut pas le dire, si on a la crainte d'être discriminé, comment on peut parler de qualité de vie? Par rapport à ce que vous venez de dire, vous développez actuellement le label Grey Pride Bienvenue. Est-ce que ce label est en fait une réponse à ce que vous venez de dénoncer? C'est bien ambitieux de dire que c'est une réponse, c'est l'amorce d'une réponse. Je pense que Grey Pride Bienvenue, c'est à la fois une charte qui complète la charte du bon accueil des personnes dans les différentes structures, pour
évoquer la sexualité, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Et donc intégrer ce facteur dans tout ce qui concerne la qualité de vie et l'accueil des personnes, que ce soit au domicile ou que ce soit dans les structures. Après, à travers ce label, en plus de la charte, il y a des modules de formation qui seront proposés avec des outils pour créer des animations et un petit peu décrisper les différentes situations que le personnel vit. Bon, lorsque vous êtes salarié de ce secteur, il faut savoir que beaucoup de ces salariés sont issus de minorités pour lesquelles la liberté sexuelle n'est pas quelque chose de forcément évident. Donc, il faut à tout prix évoquer et dire que il faut respecter ses choix, il faut respecter ses différences, et ça ne met pas en cause la sexualité de chacun, mais la sexualité de chacun doit être respectée. Et donc, c'est pouvoir parler de tout ça, pouvoir évoquer, trouver des solutions pour les personnes qui souhaitent avoir une sexualité. Hein. Aujourd'hui, comment vous faites lorsque vous êtes dans une structure pour voir une vidéo porno, avoir un god si ça vous satisfait, mais à qui vous vous adressez? À personne, donc vous en passez. Et on dirait que parler de ces sujets, c'est tout d'un coup quelque chose qui est monstrueux. Ben non, c'est pas monstrueux, c'est quelque chose. Il faudrait qu'il y ait une mini-boutique sexualité pour pouvoir évoquer, de dire, tiens, c'est pas obligé à avoir une sexualité, mais c'est de pouvoir libérer ce sujet. Les vieux et les vieilles ne sont pas des pots de fleurs. Hein. Ils ont le désir, par exemple, d'être caressé ou de caresser quelqu'un subsiste jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas tout d'un coup une date de péremption sur notre orientation sexuelle. Si j'ai aimé les mecs toute ma vie, même vieux, je continuerai de regarder un mec avec un certain désir. Et si je suis taxé de vicieux, eh bien, comment je peux vivre? Je peux pas vivre. Je peux pas vivre normalement. Donc, ce label Grey Pride Bienvenue, c'est essayer de parler de tous ces sujets, de trouver, parce que j'ai pas les solutions, mais essayer de donner des outils pour évoquer tous ces sujets, pour qu'il n'y ait pas de violence. Parce que tous les lieux de silence, ça je reprends la maxime d'Act Up, silence égale violence. Et c'est la même chose encore aujourd'hui dans tout ce secteur. Spécifiquement sur les personnes séropositives, le parcours de vie d'une personne vivant avec le VIH est complexe. Le parcours de vie des besoins d'une personne séropositive vieillissante est complexe. Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelques mots? Ah ben oui. Oui, moi d'abord, je suis concerné à titre personnel puisque je suis séropositif depuis 84. J'ai vécu donc avec le VIH jusqu'à aujourd'hui et je connais quand même à travers mon corps, ma vie, ce que c'est, mais j'ai le regard sur l'extérieur. Et ce que je trouve catastrophique, c'est l'absence de prise en compte des séropositifs âgés. Je vais parler des survivants déjà. Il y a ceux qui se contaminent en étant âgés, qui sont une autre population, mais il y a aussi les survivants. Lorsqu'il y a eu le film 120 battements par minute, que j'ai trouvé très bien par ailleurs, ça a fait pleurer les salles entières, mais j'ai pas entendu beaucoup de mots et beaucoup d'articles sur ceux qui ont survécu à cette époque-là, dont je fais partie, et je suis pas le seul. Mais moi, j'ai la chance d'avoir eu une santé qui m'a permis de continuer à travailler normalement, mais beaucoup de gens de cette époque ont vécu des épisodes qui les ont dégradés physiquement et il y a eu pour conséquence, bien sûr, le fait de ne plus pouvoir travailler, d'avoir donc des aléas en termes professionnels. Et donc, on a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation financière et d'isolement très grande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, étant donné que la sexualité des vieux est inexistante, alors je parle vieux, dans le monde gay, c'est à 40 ans, on est déjà vieux, mais dans le monde hétéro, c'est pas bien plus loin. Mais donc,
On ne sait pas parler de sexualité des vieux de plus de 50 ans, on va dire. Il n'y a aucune représentation. Si vous tapez aujourd'hui sexualité vieux, vous tomberez que sur des sites porno qui présentent donc cette sexualité comme une perversion et non pas comme une situation normale que l'on devrait pouvoir évoquer. Donc, le fait de ne pas pouvoir parler de sexualité fait qu'on ne peut pas parler de prévention. On ne va pas parler de préservatif, on ne va pas parler de mode de contamination, puisqu'on ne sait pas parler de leur sexualité. On ne sait pas l'entendre, on ne sait pas la montrer. Et aujourd'hui, donc tout ça a pour conséquence que la séropositivité et le VIH sont totalement méconnus de la filière gérontologique. Il y a quelques expériences dans des chorévies qui commencent à réfléchir à cet aspect, mais on est très loin. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la filière des plus de 50 ans est majoritaire en termes de séropositifs. Ce qui va arriver bien sûr en France. Aujourd'hui, de mémoire, il y a 50 000 séropositifs de plus de 50 ou 60 ans, je ne sais plus exactement. Mais cet accueil des personnes de plus de 50 ans, des séropositifs, elle est inexistante. Inexistante. J'ai eu des exemples de gens qui, en structure, mangeaient séparés, dans une salle séparée, parce que, ils étaient séropositifs et que il fallait les protéger peut-être des autres pensionnaires. Si vous voulez, c'est une thématique qui aujourd'hui totalement à déchiffrer et il y a une carence très importante en termes de formation et là aussi de liberté de parole. Parce que c'est bien beau de dire le VIH, tout ça, la séropositivité, etc. Mais quand vous avez 50, 60 ans, que vous avez vécu pendant 40 ans l'exclusion des autres sur le fait de dire ou de pas dire d'être séropositif, il faut savoir que dire que l'on est séropositif reste toujours une difficulté. C'est-à-dire que lorsque vous essayez d'avoir un partenaire sexuel, le moment où on va dire, où on va parler de cette séropositivité reste un moment difficile. Donc lorsque vous avez 40 ans d'apprentissage de ce type, d'exclusion, et vous continuez d'être dans des structures dans lesquelles on ignore votre séropositivité. Et les modes de contamination, pareil. Il faut savoir que les plus de 60 ans, c'est la deuxième population qui est la plus contaminée après les jeunes. Et là aussi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, montrez-moi une campagne de prévention pour les plus de 60 ans. Ah mais non, c'est cochon, c'est pervers, c'est je sais pas quoi. Il faudrait qu'il se calme, quoi. Il faudrait qu'il se calme. Je pense qu'on en est là, toujours. Parce que c'est bien plus facile de parler de jeunes, de la sexualité. Dans notre monde, on a un droit à la sexualité que si on est jeune et beau, grosso modo. Mais vieux et laid ou moche, ça n'existe pas. Il faut vous calmer, il faut faire autre chose. Faites du macramé, faites du crochet, faites de la peinture. Non, c'est très énervant parce que on est dans une société très focus. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, alors que cette maltraitance, elle est dirigée vers nous tous, puisqu'on sera tous vieux, on sera tous vieilles. Alors réfléchissons un petit peu à ce regard que de dire les vieux c'est pas une catégorie à part, ils vivent, ils ont une sexualité, ils baisent et c'est la vie et c'est pas une perversion et tant qu'on n'arrivera pas à accepter ces représentations, eh bien on pourra pas parler de prévention, on pourra pas parler de qualité de vie, on pourra pas parler de tous ces sujets. C'est une évidence. Il faut accepter les gens, leur identité et leur mode de vie et puis que ce soit simplement dit, c'est-à-dire il y a pas beaucoup de problèmes, si ce n'est dans nos représentations. Vous parliez de formation ouais. Du personnel social, sanitaire, des gérontologues. Qu'est-ce qui leur manque? Alors là aussi, c'est quelque chose qui me surprend sans arrêt. La sexualité, on dirait que on vit un monde dans lequel la sexualité, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais je pense que on se trompe, mais alors complètement. D'abord, la libération sexuelle, qui a eu lieu dans les années 60-70, a permis d'ouvrir tout d'un coup, d'accepter le fait que on pouvait parler librement, jouir sans entrave, montrer nos corps, montrer nos désirs, etc. Ça, c'était dans les années 70. Mais ça a vite été récupéré par notre société capitaliste qui a
très vite utilisé les codes de la libération sexuelle pour en faire des outils marketing de vente. Avec une particularité, c'est que elle a récupéré donc toute cette libération sexuelle à travers des codes qui étaient sur le corps parfait et jeune, et donc d'une excitation et d'un désir ou d'une liberté sexuelle, mais qui, en fin de compte, créer des modèles fantasmatiques pour aider à la vente de tous les produits, uniquement donc sur des modèles totalement toujours identiques. Donc on sait très bien quelle est la puissance des images pour les femmes, mais pour les hommes c'est pareil, et pour les gays c'est pareil. Pendant 25 ans, la seule chose qui a fait vendre les journaux gays, ça a été de voir la même bombasse avec un beau cul, un gros paquet, qui avait 25 ans et qui se répétait à l'infini. Donc la sexualité, en fin de compte, on a été contraint dans notre sexualité sur des images qui sont très restrictives et très excluantes. Parce que, encore une fois, quand je parle de la sexualité des vieux, il y a d'autres sujets sur lesquels c'est la même chose. La sexualité des personnes handicapées, et c'est strictement la même chose. C'est immédiatement vécu comme une perversité. On va leur donner à manger, mais on va pas les branler ou écouter s'ils ont envie de baiser. C'est quelque chose qui est là socialement, où on le fait discrètement, c'est-à-dire on n'en parle pas. Bon, moi je dis, je vois pas pourquoi on parle pas de ces sujets. Et donc, la sexualité, en fin de compte, chacun construit ses propres modèles. On a notre orientation sexuelle que l'on construit, etc. Et donc, on a beaucoup de difficultés à imaginer quelle est la sexualité des autres. Et donc, lorsque vous parlez de ces sujets, on fait toujours référence à notre sexualité. Et d'être confronté à la sexualité de quelqu'un d'autre est toujours problématique. Parce que il faut apprendre à accepter et puis à dire, c'est pas un danger pour moi, moi j'ai ma sexualité, l'autre peut me donner des signaux de sa sexualité, mais ça n'est pas un danger pour moi. C'est juste qu'il émet le désir qui correspond à sa sexualité. Et donc aujourd'hui, les minorités sexuelles, les orientations sexuelles des minorités, toute la thématique de l'identité de genre, avec donc le changement d'identité, la construction d'une identité nouvelle, tous ces sujets-là ne font pas partie du cursus des soins infirmiers, des soins de l'aide à domicile, de toute la filière gérontologique. C'est-à-dire que on présuppose que bon, en ayant votre expérience sexuelle, vous êtes suffisamment équipé pour pouvoir parler et traiter de ce sujet. Mais c'est totalement faux. Moi, en tant que gay, bon, qu'est-ce que je connais de la situation des fluides, des bi ou des personnes trans si je me suis pas penché sur le sujet? Je n'y connais rien. Je n'y connais rien. C'est pas le fait d'être une lettre de l'acronyme qui fait que je comprends quelle est la situation des autres. Et donc, que l'on soit hétéro, que l'on soit lesbienne, que l'on soit gay, que l'on soit bi, que l'on soit une personne trans, qui que l'on soit, il y a une nécessité pour comprendre quelle est la vie de l'autre, son orientation sexuelle, son identité de genre. Cette thématique, elle doit être abordée, elle doit être approfondie pour comprendre cette richesse et cette multiplicité. C'est pas notre propre expérience qui permet d'avoir les outils pour pouvoir parler à l'autre. Voilà. En parlant à l'autre, justement, quand je reviens sur la même question, cette question qui revient sans arrêt, et vous avez été marié, et vous avez des enfants, qui, dans le monde hétéro, ne posent aucun problème, et pose évidemment le problème à une personne transgenre ou à un gay ou une lesbienne qui n'a pas pu avoir d'enfant. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une nécessité totale de commencer à expliquer ce que c'est que la sexualité, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, à tous les acteurs de la filière gérontologique. Je parle aussi bien des intervenants à domicile, parce que quand on intervient à domicile, on rentre dans l'intimité des personnes. C'est pas seulement dans les établissements. Bon, il faut à tout prix parler de ce sujet et former tous les secteurs de la filière à cette thématique. Une dernière question, assez brève. Est-ce que vous avez bon espoir de réussir? Si j'avais pas espoir, je me suicide tout de suite. Non.
J'en sais rien. Hein. Moi, je mets ma pierre. Hein. Je mets ma pierre. Je pense que, comme pour les problèmes d'écologie, comme pour tous les problèmes de société, bon, il faut des leaders, il faut des acteurs, mais il faut convaincre. C'est pas un individu qui change le monde. Donc, si mon discours arrive à convaincre, arrive à permettre aux gens de dire, ah, ben oui, il a un petit peu raison. Là, il parle de ma vieillesse, il parle du jeu, il dit, il parle pas des autres. Et oui, et effectivement, moi, comment je vais vieillir, avec qui? Je suis solitaire, je suis assez isolé, j'ai peu de monde, et comment je vais faire? Et peut-être que, eh bien, là, j'aurais gagné. Parce que il faut que ce soit un mouvement collectif. Les politiques ne feront rien. Les politiques ne suivront que si la société civile s'empare de ces sujets. Mais si la société civile, comme aujourd'hui, reste dans le déni de cette thématique et dit ah, moi je suis pas vieux, je suis encore jeune. Oh, je suis toujours jeune. Ouh, je suis bien, je suis encore jeune, je me sens en forme. Bon, si on reste dans ce secteur, enfin sur cette position, on n'arrivera à rien. Vieillir, il faut accepter de dire, ben, je suis à 60 ans, différent de 40, différent de 20, différent de 80. Mais vieillir n'est pas un gros mot et j'ai pas à jouer le jeune, j'ai à accepter de vivre avec mon âge, si on ne me rejette pas, bien sûr, à cause de mon âge. Aujourd'hui, l'agisme fait que ça nous contraint à dire « je suis toujours jeune, regardez, non, ne me mettez pas dans une maison, regardez, je suis toujours jeune et autonome, moi, ça me concerne pas. Les vieux, c'est les autres, c'est pas moi. » Bon, mais si, c'est nous les vieux, c'est nous, que ce soit aujourd'hui, demain, les vieux, c'est tout le monde. Et il faut qu'on comprenne ça, mais qu'on change, bien sûr, les dispositifs, la vision, la perception, que les vieux soient dans la cité, qu'ils soient visibles et qu'ils fassent partie de la vie et qu'il y ait un échange réel. Bon, les échanges intergénérationnels doivent exister. Il y a une solidarité qui peut se faire dans les deux sens, hein, en termes d'échange, de savoir, d'échange en termes d'habitat, en termes de différents sujets, mais n'excluons pas et ne vivons pas côte à côte. Bon, sinon, ben, j'aurais perdu, mais c'est pas moi qui vais pouvoir changer le monde, c'est sûr. On aura tous perdu. Voilà. Merci beaucoup, Francis.